Bonjour, je suis Eric de la chaîne et des tutoriels d'Enrico78. Technicien en informatique, je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Aujourd'hui, nous allons aborder sur le sujet de comment sécuriser son réseau informatique dans la théorie. Avant toute chose, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Bien sûr, avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de vous abonner pour les nouveaux et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées, ce qui fera vivre ma chaîne. Merci. Donc, comment sécuriser son réseau? Là, je vous parlais en termes techniques et surtout de la théorie. Là, il n'y aura pas de pratique. Si vous voulez que je fasse de la pratique sur certains éléments que je vais vous expliquer, je vous demanderai de le marquer dans les commentaires à chaque élément. On va pouvoir sécuriser le réseau. Pour cela, nous avons plusieurs façons de sécuriser le réseau. Nous allons aborder le spanning tree, sur les access lists, ACLS, access list, le one floor Identity Service, DONS, on appelle ça aussi, la sécurité des ports switch, sur les protocoles SSH, sur l'IP DHCP snooping, les VLAN, et bien sûr la zone DNZ. La sécurisation d'un réseau, c'est quoi? Nous pouvons sécuriser notre réseau, donc bien sûr, comment sécuriser son réseau? Nous pouvons sécuriser notre réseau avec plusieurs moyens et des protocoles que l'on peut mettre en place et que je viens de vous lister il y a quelques instants. Je vais essayer de vous expliquer en plus dans les détails. Aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, les moyens de communication ont changé. L'usage d'Internet, des outils informatiques, lui permet aux particuliers de partager des photos, vidéos par Instagram, etc. et aux autres entreprises de garder en efficacité. Cependant, l'un des revers de l'informatique est sa vulnérabilité. En effet, les risques de piratage informatique ou de virus sont nombreuses. Et face à ces dangers, les particuliers, comme les entreprises, ne peuvent pas rester inactifs. Elles doivent agir et se protéger. Agir et se protéger, c'est afin de protéger donc, les données de ces réseaux, et pour nos entreprises ou compris, il leur était nécessaire de mettre en place une politique de cybersécurité. Assurer seule cette protection quand ce n'est pas son métier, premier n'est pas évident. Et c'est pourquoi elle se tourne la plupart du temps vers des entreprises spécialisées dans la cybersécurité. C'est du temps à sacrifier. Du temps, de l'argent à sacrifier. Et bon, une entreprise, ou même un particulier, c'est très difficile de pouvoir gérer ça tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il réfère, surtout pour les entreprises, en responsabilité, et leurs salariés bien sûr, le risque de vulnérabilité et des mots de passe et autres données plus ou moins sensibles, comme par exemple les collaborateurs doivent prendre consultation des sites à risque et représenter un danger pour l'entreprise. Il doit prêter attention à ne pas ouvrir des pièces jointes dont il ne connaît pas en provenance. Quand je dis ça, c'est que quand vous recevez un mail et que vous avez un doute sur la personne qui vous envoie ce mail-là, moi je vous conseille, pour plus de sécurité, de ne surtout pas répondre à ces mails-là. De mettre tout de suite dans la corbeille ou dans les spams. Ça peut être susceptible d'avoir un virus, vous l'ouvrez, paf, vous êtes infecté. Vous ouvrez une pièce jointe, paf, vous êtes infecté. Même une image, même qu'elle soit belle soit-il, peut avoir un virus caché. On appelle ça des Trojans, et ces virus-là, ils sont très virulents, parce qu'ils peuvent cacher un cheval de Troie qui va vous faire... Donc, on connaît l'histoire mythologique grecque du cheval de Troie. Il peut très bien vous attaquer avec un nom, et au final, vous croyez trouver la parade pour celui-là, et au final, c'est un autre virus qui attaque, et il fait plus de dégâts qu'autre chose, ne serait-ce que le phishing. Quand vous regardez le phishing, c'est juste une alerte qui vous dit comme quoi que c'est pas bon, ça fonctionne pas, si vous appelez pas votre service informatique, que ce soit particulier ou professionnel, si vous n'avez pas votre service informatique, vous risquez d'avoir des problèmes. Alors vous, ce que vous faites, un peu crédule, c'est pas de votre faute, mais bon, c'est comme ça. Vous allez appeler, là c'est une alerte, vous allez appeler le service concerné ou cliquer sur le lien qui vous propose ça, et boum, c'est fini, vous êtes infecté. C'est ça le phishing. Je vous donne un exemple, c'est un apartheid là-dessus. C'est pour ça mieux vaut se protéger avec des antivirus, des pare-feux, etc. Et toujours que c'est le plus possible à jour. Et de l'autre côté des entreprises de sécurité va procéder à divers ajustements pour éviter les piratages informatiques, pour profiter des failles de sécurité, pour dérober les données ou installer les logiciels malveillants. Je vous ai expliqué l'histoire de phishing et rootkit. Donc il va mettre en place, comme pour un particulier,
pare-feu. Mise à jour et de vérification quotidienne, c'est pour les entreprises. Nous, en tant que particulier, plutôt mensuel ou hebdomadaire, comme vous voulez. C'est la façon que c'est les réglages que vous pourrez faire dans votre antivirus. Mettre en place donc un anti-spam. Le plus souvent, les antivirus, ils sont équipés d'anti-spam et d'anti-malware, etc. De mettre en place donc, je vous dis, un antivirus du côté particulier pour qu'il puisse se protéger du matériel informatique, un ordinateur portable fixe, smartphone ou tablette. Parce que, bien sûr, même un smartphone peut être attaqué par un virus. Et comme il sera connecté, il vous aura un partage peut-être avec votre PC, affecté de deux côtés. Ils seront ainsi contraints de mettre en place leur propre même politique de sécurité, au niveau privé donc. Le mettre et tout ça, quand vous mettez ça en place, il faut aussi que ça soit toujours à jour. Ne pas négliger cette mise à jour. C'est pas parce que vous avez un antivirus disant comme quoi qu'il est performant, que vous avez payé une fortune, qui vous protégera. Parce que moi j'ai vu des antivirus détecter d'autres antivirus et dire comme quoi c'est un virus. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'on propose plus souvent de vouloir mettre 2 antivirus sur un ordinateur, mais c'est aussi risqué parce qu'ils peuvent se détecter entre eux et se croire comme quoi que c'est des virus l'un à l'autre et faire plus de dégâts qu'autre chose. Qu'est-ce que c'est le spanning tree? Donc, on va rentrer là dans chaque thème. Le spanning tree, une vidéo si ça vous intéresse, ou que j'en fasse une pratique, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de le faire. Le spanning tree protocole, c'est un protocole de réseau de la couche 2 du modèle OSI. Je vous réfère à ceux qui veulent savoir ce que c'est le modèle OSI. J'ai fait une vidéo là-dessus sur qu'est-ce que c'est le modèle OSI. Bien détaillé là-dessus. Il apporte donc, le spanning tree, il apporte quoi? Une solution au problème posé par la présence de boucles dans un réseau commuté de type Ethernet. Et le protocole et comment le spanning tree peut venir résoudre ce problème? Et bien, pour aller plus loin, pour aller d'un point à un autre, les données sont transmises par l'Internet, par le câble réseau, le RJ45. Il va y avoir au moins 2 chemins, un chemin principal et un chemin de secours, en cas où il y aurait une panne d'un switch ou d'une coupure de réseau. Câble qui est coupé, débranché, etc. En ne mettant pas le protocole spanning tree, il se produit une redondance de création de boucles qui génère des tempêtes de diffusion ou sous le nom de broadcast storm. Ces boucles vont venir par saturer le réseau et finir par paralyser complètement le réseau. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va être limite comme un DNS, c'est qu'il va bombarder, et comme il ne sait pas où aller, le chemin est coupé, donc ça va faire un bouchon, tout simplement, et ça va empêcher, et à force, ça va bloquer tout ce système qui pourra fonctionner. Pour empêcher donc ce produit, se produise la boucle dans le réseau, la solution, c'est consistera à mettre en place ce protocole. Et ce protocole-là qui utilisera des trames de données spéciales, appelées BPDU. Bridge Protocol Data Unit. Les informations contenues dans ce BPDU sont utilisées pour activer ou désactiver les ports selon la topologie réseau requise. Un exemple, un switch est connecté à un réseau. Il commence par envoyer donc cette trame de BPDU. Mis au tout début, c'est l'entête, pour déterminer la topologie du réseau avant de pouvoir transférer les vraies données. Il va vérifier, c'est comme un ARP. Donc lui, il va vérifier quel est l'ARP, lui, il va faire sa table de routage pour savoir quel chemin il va prendre. Lui, il va être accompagné par le BPDU pour justement vérifier tout l'ensemble. Nous allons distinguer donc 3 types de BDU. Vous avez utilisé pour le calcul des spanning tree. Vous avez le TNC BPDU qui utilise pour annoncer les changements de protocole, de topologie plutôt. La topologie, c'est la façon comment le réseau est mis, est positionné. Et de quelle façon, quels sont les chemins, etc. Il va utiliser donc le TCA BPDU utilisé pour les questions de changement d'identification de la topologie, la façon que le réseau est créé. Il y a 4 phases dans le protocole spanning tree qui exécute. Donc, il exécute les élections de commutateurs racine, un road bridge. Il va déterminer détermination du port racine sur chaque switch. Il va déterminer détermination du port désigné, designated port ou DP sur chaque segment. Et blocage des autres. Donc, comment ça se déroule les élections de commutateurs racines? Le road bridge est choisi selon le bridge identifié. Le BIT
d'un switch est constitué d'une adresse MAC et de la priorité de ce switch. La priorité est paramétrable par l'administrateur du réseau. Par défaut, elle est égale à 32 768 ou comme on peut voir, ou X en hexadécimal. 8000 hexadécimal. Le switch, avec la priorité la plus basse, est élu road bridge. Et en cas d'égalité, c'est le switch dont l'adresse MAC est la plus basse qui est élu. Pour ça, je pourrais mieux vous expliquer en pratique, mais si vous aimez que je vous le fasse, dites-moi dans les commentaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Généralement, l'administrateur réseau fixe la priorité de telle sorte que le switch le plus près possible du cœur du réseau soit élu et qu'un autre switch devienne road bridge en cas de défaillance du road bridge principal. Un backup, on peut appeler ça. Détermination du port racine. Donc, chacun des switches restants détermine parmi ces ports actifs un road port. Le road port est celui qui possède la distance la plus courte, le coût ou cost le moins élevé. Avec le road bridge, le coût dépend de la bande passante de chaque lien. Plus la bande passante est courte et grande, mieux c'est. Donc, voilà, je vous ai fait un tableau expliquant que vous avez un débit de 10 mégabits par seconde, le coût sera de 100. Vous avez un débit de 100 mégabits par seconde, le coût sera 19. Vous voyez, plus le débit est élevé, moins le coût est élevé. Et automatiquement, il aura plus de chances d'avoir la bande passante la plus courte et la plus rapide. En cas d'égalité de ces ports, sur le port ayant le port ID le plus faible, qui sera élu. Donc, l'élection de road port est effectuée en tenant compte de chaque passe cost et port ID d'un paquet BTBPDU. En cas d'égalité, c'est le port ayant le port ID le plus faible qui sera élu. Donc, tout à l'heure, on a vu pour le stade de l'adresse MAC. Détermination du port désigné. Dès qu'il est déterminé, donc pour chaque segment réseau reliant les suites à un BT, destinataire port, et ensuite déterminer le port désigné et le port relié au segment qui mène le plus directement à la racine. Somme totale de coût des différents segments traversés est la plus petite. Vous voyez ce que je vous ai fait voir tout à l'heure au tableau, il va calculer chaque suite, le débit qu'il a, parce que vous ne pouvez pas pouvoir de suite A au suite B, il va avoir 10 mégabits. Du suite B au suite C, il a atteint un débit plus faible, ou le suite D, il a fait plus fort, il va prendre, etc. Il va se prendre les chemins en question. Le blocage des autres ports. Donc, on va continuer sur le spectrométrie. Le blocage des ports, donc c'est les ports qui ne sont ni RP ni MDP, sont bloqués. Donc, BP, blocage des ports. Un port bloqué peut recevoir des paquets, mais ne peut pas en émettre. Et changement de topologie. Dès qu'il y a un changement de topologie, par exemple, il y a un switch qui tombe en panne, on le change, automatiquement, il y a un changement de topologie. C'est dans le parcours du réseau. Il y a un switch qui a lâché, ou un routeur qui a lâché, plus on va parler de switch, il lâche, on le change pour mettre un autre, on va mettre un autre, automatiquement, on change la topologie. Donc, comme pour ça, lorsqu'un lien est coupé ou qu'un switch est hors service, l'algorithme est exécuté à nouveau et une nouvelle topologie est mise en place. Donc, nouvelle réaction, etc., etc. Donc, l'état des ports d'un switch, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le port de commutateur ou STP et actif sont dans l'un des états suivants. Un listing, donc le switch écoute et détermine la topologie du réseau. Lining, le commutateur, donc commutateur au switch, construit une table faisant correspondre les adresses MAC au numéro des ports. C'est à ça un forwarding, donc une opération normale. Le port reçoit et envoie des données. En blocking, et aucune donnée n'est ni envoyée ni reçue. Mais le port peut passer en mode forwarding et un autre lien tombe. Disable, le port est désactivé. L'administrateur réseau peut manuellement désactiver un port aussi. Quand un périphérique d'un PC ou imprimante ou serveur, etc. est connecté au réseau, son port se mettra automatiquement d'abord en mode listing, puis en mode learning et ensuite en mode forwarding. Le forwarding relais est le délai de transmission entre le mode listing vers learning et learning vers forwarding. Ce délai est fixé par le road bridge et vaut 15 secondes par défaut environ. Normalement 15 secondes par seconde. D'accord? Le spanning tree a connu des évolutions notamment pour accélérer le temps de convergence. L'IEE a publié des documents, donc les documents 802.1W pour décrire le RSTP, le rapid
Spanning Tree, qui accélère les conversions et vers convergence du protocole STP. Après un changement de topologie, alors que le temps de convergence est de 30 à 50 secondes, pour le storage classique, le STP est capable de convertir en 6 secondes. Converger plutôt, pas convertir, converger en 6 secondes. Là, on a fait un tour sur qu'est-ce qu'est le Spanning Tree. C'est une des possibilités pour sécuriser le réseau. Vous avez les ASX10 sur les ASX6. Je vous avais proposé une vidéo dessus sur qu'est-ce que c'est les ASX6. Ça vous permettait de pouvoir paramétrer facilement les accès et de limiter les domaines de broadcast vers autre chose. Comme par exemple, là ce que je vous fais voir, c'est la vidéo que je vous ai fait voir. Et qui vous explique qu'est-ce que c'est la liste, à quoi ça sert. Donc c'est une liste d'accès de plusieurs fonctions possibles sur un routeur. On l'utilise pour la sécurité d'un réseau comme les moyens de filtrage, de contrôle, de gestion prioritaire et numérique et de la sécurité d'accès aux informations. Donc, présentation, c'est quoi les access lists? En français, c'est la liste d'accès. Les listes d'accès où plusieurs fonctions possibles sur un routeur sont utilisées. Donc, comme je dis, le filtrage, des contrôles de mise à jour, des gestions des priorités, la gestion de la numérisation, c'est RNSI, la sécurisation des accès aux informations, etc. Ça, c'est une des sécurités. Donc, SSList données, je vous fais un bref descriptif que j'ai expliqué, je vous renvoie, je vous mettrai les liens sur ce tutoriel sur les SSList. Les nommer, les numéroter, les extensions d'SSList. On peut leur donner des noms. On peut leur faire beaucoup d'informations dessus, hein, bien sûr. Nous allons passer à un autre protocole qui est les dénis de service, un autre domaine de dénis de service. Il faut aussi sécuriser. Qu'est-ce que c'est le déni de service, DNS? C'est une attaque par déni de service, donc DNS, attaque pour déni of service. C'est une attaque informatique ayant pour but de rendre indisponible un service et d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service d'utiliser. À l'heure actuelle, la grande majorité des attaques se font à partir de plusieurs sources. On parle alors d'attaques aussi déni de service distribués. Les dénis de service, ils attaquent plus souvent les serveurs DNS, Domain Name Service. Il peut s'agir donc de l'inondation d'un réseau afin d'empêcher son fonctionnement, donc d'empêcher le DNS. Le DNS, je vous fais un bref descriptif, le DNS vous permet de, quand vous allez sur Internet, vous tapez par exemple google.fr, c'est tapez cette adresse-là. Parce que sinon, comme vous avez pu voir sur d'autres vidéos que j'ai fait, on parle d'adresse IP, donc 192 ou 10 quelque chose, etc. Imaginez sur un serveur, vous allez sur un site web, que ce soit sur Google ou YouTube, vous avez marqué l'adresse de YouTube, vous avez marqué youtube.com, ou .fr, vous avez marqué 10.ceci.cela pour accéder. Et le DNS, lui, il est là pour convertir les adresses IP en adresses plus facile à comprendre pour nous en tant qu'humains. C'est ça. La seule chose, c'est que les dénis de service va inonder ça pour justement saturer ce serveur-là et ne plus pouvoir accéder aux pages web en question. Donc la perturbation des connexions entre deux machines empêche l'accès à un service particulier, l'obstruction d'accès à un service ou une personne en particulier, également le fait d'envoyer des milliards d'octets à une box internet, vous voyez, ça peut bloquer beaucoup de choses. Et l'attaque par déni de service peut aussi bloquer un serveur de fichiers, rendre impossible l'accès à un serveur web ou empêcher la distribution de courriels dans une entreprise. Vous voyez, ce que ça fait un déni de service, c'est quand même costaud. L'attaquant n'a pas forcément besoin de matériel sophistiqué, ainsi que certaines attaques DNS peuvent être exécutées avec des ressources limitées, contre un réseau de taille plus importante et plus modeste. On parle parfois de ce type d'attaque asymétrique, en raison de la différence des ressources entre les protagonistes. Vous voyez, ne serait-ce que quand on fait un ping, si on le laisse en mode continu, c'est un bombardement qu'on envoie au serveur pour qu'il renvoie l'information au serveur ou le PC, vu qu'on va le pinguer tout le temps. Ça fait partie de ça, on pourrait dire que c'est une sorte de déni de service. Pareil, si vous voulez des vidéos pour expliquer que je vous fasse une vidéo pratique sur déni de service, j'essaierai de vous en faire une. Dites-le moi dans les commentaires. C'est ça, tout ce que je vous fais voir. Si vous avez besoin, soit je vous ai déjà fait des vidéos et je vous réfère à ces vidéos-là, soit ce que j'ai pas fait,
dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les faire, de pouvoir les détailler plus précisément. Donc là, qu'est-ce que c'est la sécurisation des ports USB et des ports switch? Comme vous pouvez le constater, j'ai fait déjà aussi une vidéo là-dessus. Oui, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le niveau de la sécurité. On peut en parler. Alors, qu'est-ce que c'est avec le Cisco 6K? Il est possible de faire un contrôle sur le port limitant l'accès à certaines adresses MAC. Vous pouvez voir, regardez, si je vous fais voir. Celui-là, la sécurité du réseau. Nous allons parler donc dans ce tutoriel comment on va sécuriser, comment on va sécuriser le réseau manuellement, les accès, contrôle des ports limités à l'accès à certaines adresses MAC. Cela permet de sécuriser l'accès. Pour cela, il faut utiliser le port de sécurité. Il y a deux méthodes là. Donc, comme j'ai expliqué, la première consiste à enregistrer manuellement l'adresse MAC autorisée et la seconde consiste à prendre comme adresse MAC autorisée celle de l'autre qui va se connecter et envoyer une trame, donc un message en premier à ce port switch Cisco. Et bien sûr, pour rappel, l'adresse MAC correspond à l'adresse physique de la machine, c'est-à-dire de sa carte, comme l'adresse postale de votre domicile. Vous avez le protocole SSH. Aussi, j'ai fait une vidéo sur le protocole SSH. Le voici. Je vous donnerai aussi les liens pour cela, pour que vous puissiez aller dessus et regarder plus en détail qu'est-ce que c'est un protocole SSH. Qu'est-ce que c'est le protocole SSH? Un protocole plus sécurisé pour établir une communication avec un équipement distant. Il crypte les données. Les communications sont chiffrées entre les deux équipements concernés. Sur le port de 22, malheureusement, ce protocole n'est pas pris en compte sur tous les équipements. Il va faire très attention là-dessus. Vous avez l'IP DHCP snooping, pareil, vidéo que j'ai fait un tutoriel sur ça. Il vous explique aussi qu'est-ce que c'est un serveur qui a subi régulièrement des attaques où on arrive pas loin, comme le serveur appelé aussi attaque des DNS, visant ainsi le port pool, les plages d'adresse. Mais là, c'est au niveau DHCP. C'est un service, comme je vous dis, au lieu de social DNS, là, c'est le service DHCP qui est attaqué. Qu'est-ce que ça fait? Donc, c'est un serveur qui subit régulièrement des attaques, des stations de Darwin en français. Donc, il tient la famille, appelé aussi donc, la DNS, visant ainsi votre pôle. Ça veut dire que vous savez, le DHCP, son rôle, c'est de donner l'adresse IP au PC qu'ils en demandent. Sauf que quand il y a un bombardement de DHCP spoofing, il va saturer ça, c'est qu'il va prendre toutes les adresses. S'il y a 2000 adresses, il va prendre les 2000 adresses. Vous serez le 2001e personne qui va vouloir se connecter légitimement pour avoir une adresse IP. Et ben, ça sera refusé pour une bonne raison, c'est qu'il n'y aura peu d'adresses. Pourquoi? Parce que le spoofing a été fait, c'est mis en place. C'est un piratage, hein. Un piratage parmi tant d'autres. De plus, ces ports clients récupèrent les informations IP différentes de celles proposées par votre serveur DHCP. Vous voyez, donc il y a un serveur DHCP qui sera entre les deux. Et pensez donc qu'il existe un DHCP ROC sur votre LAN. Nous allons protéger, donc, je vous ai expliqué comment on allait protéger le serveur DHCP des attaques de cette attaque-là. Vous avez un autre. Alors là, j'ai fait 2 vidéos là-dessus, c'est sur les VLAN. C'est pas un protocole, mais un principe qui permet de protéger vos données. Là, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est le VLAN. Je vous ai fait la théorie et sur la pratique. Vous pouvez voir. Donc, qu'est-ce que c'est un VLAN? À quoi ça sert? Bien sûr. Et bien sûr, je vous ai expliqué comment créer un VLAN. Qu'est-ce que c'est le VLAN? C'est pour segmenter notamment les données. Ouais, permet de définir un nouveau réseau au-dessus des réseaux physiques, c'est-à-dire d'offrir l'avantage suivant, plus de souplesse pour l'administration et les modifications du réseau, car toute l'architecture peut être modifiée par simple paramétrage des commutateurs. Je viens de publier aussi quelques temps auparavant, c'était plus vite que prévu, la zone DMZ. Vous expliquer qu'est-ce que c'est le DMZ. Là, bien sûr, il y a le VPN, là c'est le VPN qui vous permet de vous protéger, sécuriser. C'est encore un autre système qui permet de sécuriser. La zone DMZ vous explique qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi ça permet de sécuriser vos ordinateurs. On va voir qu'est-ce que c'est une zone DMZ. C'est en informatique, c'est une zone de dévérifié en anglais, ou une zone de sous-réseau, séparée du réseau local et isolée de celui-ci ainsi que des Internet ou d'un autre réseau par un autre pare-feu. Le sous-réseau contient les machines étant susceptibles d'être accédées depuis Internet et qui n'ont pas de besoin d'accéder au réseau local. Donc elles agissent comme une zone de tampon, hein,
Je vous ai expliqué, c'est le même, c'était le principe sur historiquement, sur la zone DNZ qui a été créée pour la Corée du Nord et Corée du Sud. Ils avaient créé une zone DNZ pour démilitariser, pour justement sécuriser l'ensemble. Je vous explique qu'est-ce que c'est la DNZ sur une vidéo que je vous ai faite. Nous avons fini et fait le tour brièvement de toutes les sécurités qu'on peut donner. Et qu'est-ce que c'est la sécurité d'un réseau? Et je pourrais en dire beaucoup plus, mais ce serait trop long dans l'explication de cette vidéo pour vous expliquer vraiment en détail tout l'ensemble. Tellement qu'on peut sécuriser le réseau de plusieurs façons différentes. Par un pare-feu, comme je l'ai expliqué, par des access lists, par du VPN. Si vous associez tout ça ensemble, bon, c'est vrai que c'est surtout lié aux professionnels qui le font. Mais pour être particulier, vous limitez un peu la chose. Par exemple, les access lists, vous ne pourrez pas en faire parce que vous êtes un particulier. Sauf si vous avez créé un réseau dans un réseau. Vous avez créé un réseau local chez vous. Parce que vous avez plusieurs, vous avez votre ordinateur perso à vous, vous avez l'ordinateur de votre travail, l'ordinateur de vos enfants, etc. C'est pour ça. Là, pourrait peut-être jouer là-dessus. Mais il y a certains éléments que, malheureusement, on ne va pas mettre en place. Mais vous inquiétez pas, les pirates, le plus on les attaque des entreprises, c'est vrai que vous, il risque de se servir de vous en tant que particulier, comme on appelle ça, PC fantôme, je sais plus le nom précis, terme exact. Vous êtes pas un fantôme, mais vous êtes un PC zombie. Ça veut dire que le pirate, s'il veut pirater par exemple une banque, donc le Crayonnais par exemple, s'il veut pirater le Crayonnais ou Banque Populaire ou quoi que ce soit, s'il veut pirater une entreprise, s'il veut vraiment se protéger pour pas qu'on l'identifie, il va passer malheureusement par un intermédiaire. L'intermédiaire, sans qu'il le sache, ça peut être vous. Un particulier, il passe par votre ordinateur pour attaquer l'entreprise qu'il veut attaquer. L'entreprise, quand il va voir qu'il a attaqué ce qu'il va faire, il va remonter dans le sens inverse pour vérifier qui c'est qui l'attaque. Mais comme le pirate, il a bien protégé les arrières, donc automatiquement, l'entreprise, quand elle va revenir, on va remonter la chaîne pour savoir qui c'est qui l'a piraté, va tomber malheureusement sur vous. Mais si vous n'avez rien à voir, vous êtes juste la personne qui a fait l'intermédiaire, sans vous rendre compte. C'est ça. Alors, pour ça, c'est vrai c'est pour ça qu'il faut sécuriser quand même ces données, sécuriser son réseau, mais aussi en tant que particulier, avec moindre chose par rapport à une entreprise, mais c'est le sécuriser au maximum. Donc, je vous remercie d'avoir quand même regardé cette vidéo. Et si cela vous intéresse que je parle sur le même sujet et ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas aussi, si vous aimez mes vidéos, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées et de faire vivre ma chaîne. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur les mêmes thèmes et qui pourraient vous intéresser sur la liste des tutos que je proposais dans cette vidéo. Et merci et au revoir à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.